Au passage, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour ceux qui débutent en philosophie, qui s'intéressent depuis peu. Aucun courant n'est débile. C'est pas possible qu'un grand courant philosophique ait passé l'épreuve de l'histoire, que des gens qui sont quand même relativement intelligents se soient creusés les méninges là-dessus, et que ce soit débunkable en 2 secondes par Julien Rochdy. Si on vous présente un courant et que ça a l'air débile pour vous, c'est qu'on vous le présente mal pour le salir. Ce que fait Marx, c'est l'analyse de la société de son temps, de la réalité concrète de son temps, c'est-à-dire l'analyse du mode de production capitaliste. Donc c'est pas un truc perdu dans les étoiles, dans la raison pure ou je sais pas quoi. Sauf qu'en décrivant le capitalisme, il se rend compte d'une chose, c'est que celui-ci est profondément instable. Pourquoi est-ce qu'il est profondément instable ? Parce que Marx montre que le capitalisme est basé sur le profit, et que pour continuer à faire du profit, les bourgeois, qui sont ceux qui détiennent les moyens de production, ils doivent de plus en plus exploiter la terre et les travailleurs. Ainsi, pour Marx, il n'y a qu'une seule solution pour éviter de détruire la planète ou l'humanité, c'est l'abolition du capitalisme. Or, ce qui caractérise le capitalisme, c'est le fait que les bourgeois, ceux qui détiennent les moyens de production lucratifs, c'est-à-dire les usines ou les boutiques ou autres, ils font travailler des gens pour eux en les rémunérant moins que ce qu'ils produisent. Parce qu'évidemment, s'ils les rémunéraient autant, voire plus qu'ils produisent, ils feraient faillite. Donc ils pourraient pas, et donc quand les bourgeois emploient quelqu'un, c'est toujours pour le payer moins que ce qu'il produit. Le profit que fait le bourgeois en gardant un petit peu de la valeur produite par celui qui l'emploie, c'est ce qu'on appelle l'extorsion de la plus-value. Et cette extorsion, dans la société capitaliste, il a le droit de la faire parce qu'il est propriétaire des moyens de production. Donc selon Marx, l'abolition du capitalisme, ça passera par l'abolition de la propriété lucrative des moyens de production. On va tout leur reprendre. On va tout leur reprendre. Et donc la collectivisation en fait de ces moyens de production, et c'est ça qu'on appelle le communisme. Et vous pouvez chercher, Marx ne dit quasiment rien de plus précis sur la société communiste dans ses textes. Parce que il considère que c'est pas à lui de imaginer le truc, justement, c'est pas à lui de se faire des plans sur la comète. Marx, c'est pas un auteur qui fait de la prescription, il dit pas l'avenir doit être comme ça. Il dit la société actuelle elle est comme ça, la société actuelle elle est instable, normalement elle doit soit se casser la gueule, soit détruire la planète, soit détruire l'humanité, mais voilà, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche là-dedans. Si on veut que ça aille dans le bon sens et qu'on sauve l'humanité et la planète, il faut qu'on ait une collectivisation des moyens de production, une planification de l'économie, et donc ce qu'il appelle le communisme. Chez Marx, il y a cette idée que comme le prolétariat est une classe qui n'exploite personne, comme c'est une classe qui porte seule la charge de la société, du travail, de la transformation des choses pour qu'on puisse vivre, c'est une classe qui peut prendre le pouvoir sans devenir une classe dominante. Elle n'a pas besoin de s'appuyer sur une autre classe pour la faire travailler à sa place. Elle n'est pas parasitaire, elle a besoin de personne en fait, donc elle pourrait bien devenir la seule et unique classe de la société, ou autrement dit, devenir la société. Je vais prendre un exemple concret. Prenons PSA Peugeot Citroën. Donc c'est une énorme entreprise qui tourne avec des ouvriers, des ingénieurs, des administratifs, des publicitaires, tout un tas de choses. Sauf que toutes ces personnes ont en commun qu'ils se font ponctionner une partie de la valeur qu'ils produisent par les actionnaires, par des gens qui touchent de l'argent uniquement parce qu'ils sont propriétaires de parts de l'entreprise. Par exemple la famille Peugeot. C'est ce qu'on appelle des bourgeois. Ils peuvent rester toute la journée au lit s'ils le veulent, à la fin de la journée. Rien que le fait d'être propriétaire va leur permettre de toucher de la valeur qu'ils n'ont pas produit. Leur seul mérite, c'est donc d'avoir hérité. Eh bien, dans cet exemple, le communisme, ce serait la mise en commun de PSA Peugeot Citroën pour que les salariés puissent enfin toucher l'intégralité de la valeur qu'ils produisent. Ça serait ça, l'abolition des classes sociales. Mais cette abolition des classes, ce dépassement de la contradiction qu'il y avait entre les classes, ça veut pas dire que c'est la fin de la dialectique, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de contradiction dans l'histoire après ça. Marx précise bien jusqu'à nos jours. Une fois la lutte des classes dépassée, la nouvelle contradiction majeure, ça sera peut-être la contradiction entre l'humanité et la nature, surtout à l'heure du dérèglement climatique. Ou alors peut-être une autre, moi j'en sais rien, je suis pas devin, peut-être la contradiction entre les hommes et les femmes par exemple. Mais ce que je sais, c'est qu'en aucun cas, Marx et les marxistes ne pensent que le communisme c'est la fin des contradictions. Évidemment que les choses continueront à évoluer, que les choses resteront compliquées, complexes, et qu'il y aura des contradictions. Eh ben, le communisme, ça conduit à 100 millions de morts.
Là, faut que je revienne là-dessus parce que j'en ai marre de cette histoire avec les 100 millions de morts, c'est insupportable. Bon, déjà, le fait même d'imputer des morts à un régime, quand ce régime n'est pas directement commanditaire de meurtre, je trouve que c'est critiquable en soi. Je vois pas pourquoi on devrait imputer 75 à 200 millions de morts de la peste noire à la féodalité. Je vois pas en quoi c'est la féodalité en soi qui est responsable de 200 millions de morts dans ce cas-là. Ça a pas trop de sens. Tout comme je vois pas pourquoi on imputerait au communisme en général les 3 à 5 millions de morts de la grande famine soviétique de 1921-1922 après 7 ans d'efforts de guerre pour la Première Guerre mondiale, puis pour la guerre contre les forces tsaristes et les 14 pays impérialistes ligués pour exterminer les soviétiques, ainsi que la sécheresse de 1921. Mais bon, passons. Disons que, allez, c'est logique de commencer à faire des comptes d'apothicaire et puis de dire que c'est la faute du communisme, d'accord. Ici, c'est encore pire parce que ce nombre de 100 millions de morts, voire de plusieurs centaines de millions de morts, comme Rushdie commençait à le dire, bien c'est un nombre qui est juste faux, qui est issu de la propagande anticommuniste et qui a été débunké des dizaines de fois, même par les auteurs du livre d'où il est tiré. En fait, pour comprendre d'où vient ce chiffre de 100 millions de morts, faut revenir au livre noir du communisme en 1997. En fait, c'est un ouvrage collaboratif où des chercheurs en histoire ont été dirigés par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Courtois. Sauf que Stéphane Courtois, eh bien, c'est un anticommuniste militant, et il va donc écrire un chapitre introductif qui sort le fameux chiffre de 100 millions de morts du communisme, sans en parler aux autres auteurs du livre, qui ont travaillé individuellement, eux, sur les questions du bouquin. Suite à quoi, la moitié des auteurs de l'ouvrage, qui en plus de ça sont pas des communistes, c'est plutôt des anti-soviétiques, vont dénoncer ces pratiques. Wikipédia nous dit « La moitié des auteurs, Nicolas Wers, Jean-Louis Margolin, Karel Bartosek, ont protesté publiquement contre le chapitre introductif de Stéphane Courtois. Ils y refusent son rapprochement du génocide nazi et de la répression stalinienne, ainsi que le calcul du nombre de victimes dont ils contestent à la fois l'opportunité et les chiffres utilisés, qui sont pour certains leurs chiffres mais augmentés sans justification par Courtois. Wers et Margolin reprochent à Courtois son obsession d'arriver aux 100 millions de morts. C'est-à-dire que le mec, il a pris les chiffres qui étaient dans le livre, mais il les a changés, en fait, en les augmentant pour essayer d'arriver à 100 millions de morts, quoi. C'est vraiment, c'est la grande histoire, c'est super intéressant. Et encore une fois, on peut critiquer de bonne foi le stalinisme, qui n'est ni tout noir ni tout blanc. Je rappelle que, à la fois, l'URSS sous Staline a vu son espérance de vie doublé en 30 ans, passer d'un truc genre 30 ans d'espérance de vie à 60 ans d'espérance de vie, grâce à la vaccination, à la santé gratuite, à l'alphabétisation, l'éducation, le logement gratuit. Tout ça, ça a sorti l'Union soviétique d'une misère noire. Si bien qu'on est arrivé à un point où l'URSS a quand même réussi à vaincre l'Allemagne nazie, qui était la plus grande armée du monde à son époque, en partant d'un pays qui était très en retard sur les autres pays d'Europe. Mais d'un autre côté, personne ne va nier que Staline, c'est aussi les Grandes Purges, c'est 600 000 morts, c'est aussi les goulags. Les goulags, c'est 1,6 million de morts. C'est pas rien du tout. Il y a une population totale d'environ 170 millions de personnes, donc ça fait quoi ? Ça fait 1,5% des personnes qui sont soit morts au goulag, soit dans les grandes purges. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie possibilité de critique honnête du stalinisme, mais dire oui, le communisme en général c'est 100 millions de morts, alors que le chiffre est faux, alors qu'il n'y a pas forcément de raison des fois de mettre sur le dos du communisme des morts qui auraient peut-être eu lieu sans lui ou qui sont dus à la pression d'autres pays qui font la guerre, ça n'a pas de sens en fait. Faut débattre des choses rationnellement plutôt que de vouloir les cancel comme Julien demande à le faire en fin d'extrait. C'est quand même incroyable, petite parenthèse, que ces idéologies-là soient encore totalement acceptées, tolérées et même appréciées, au prétexte qu'elles partent de bonnes intentions, parce qu'on sait qu'elles conduisent toujours au pire. La réalité, Julien, c'est que si les soviétiques ont souffert d'une idéologie, c'est pas le communisme, mais c'est celle d'Adolf Hitler, le monsieur que tu réhabilitais en 2015, comme on l'a vu dans la vidéo sur Hegel. Les nazis ont tué 28 millions de soviétiques, notamment parce qu'ils considéraient les Slaves comme des esclaves, comme des sous-hommes. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde la différence du taux de mortalité entre les soldats français faits prisonniers par les Allemands et les soldats soviétiques faits prisonniers par les Allemands. Les Français et les Anglais, il y a 4 à 5% de mortalité, alors que les Soviétiques, il y a plus de 50% de taux de mortalité, parce qu'ils étaient considérés comme des sous-hommes en fait. Enfin bref, je m'emporte, mais ça me fait halluciner qu'un gars critique sans source des choses qu'il n'a jamais étudiées, quand dans le même temps, il réhabilite l'idéologie la plus inhumaine de l'histoire. Et puis tout du long, il nous sort des platitudes sans preuve sur la gauche, c'est juste insupportable. On obtient toujours les résultats inverses de ce que l'on cherchait en premier, et vous pouvez voir toute l'histoire de la gauche, à chaque fois c'est toujours la même chose. La gauche obtient toujours les résultats pires et à l'extrême inverse des intentions premières, toujours.
Bon. Voilà, on sait pas pourquoi, on serait forcé d'obtenir l'inverse de ce qu'on veut. C'est vrai parce que Julien l'a dit, et puis parce qu'il est en costume, donc voilà, ça doit être vrai, hein, c'est écrit dans son livre. J'ai envie de lui demander du coup, quand la gauche fait les congés payés, quand les communistes font la sécurité sociale, quand ils font les retraites par répartition, auxquelles les Français sont attachés, hein, on l'a encore vu avec le mouvement des retraites en début d'année, pendant que les Zemmouriens mentaux comme lui, ils essaient de libéraliser ça et qu'ils veulent casser tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement, vous la voteriez ? Si vous voulez, deux choses. Je la voterai parce que, d'abord, c'est ma réforme. C'est-à-dire que moi j'avais dit 64 ans. Qui est-ce qui s'est battu pour ces avancées et les a bel et bien obtenues dans le réel ? Qui se bat factuellement contre et veut les détricoter ?